Donc voilà, donc Olivier et moi-même, on est là pour voir vos réactions, écouter vos questions et puis essayer d'y répondre dans la mesure du possible. Donc la balle est dans votre camp. Faites-moi signe et je vous apporte le micro. Merci. Par rapport au trésor Visigoth, j'ai un petit détail que j'aimerais savoir, que vous connaissez peut-être, ou d'autres connaissent. C'est que le trésor des rois Visigoths, Alaric meurt sur la montagne d'Alaric et il veut se faire enterrer dans la vallée du Pô et partir avec son trésor dans l'au-delà. Or, il meurt en chemin. C'est un trésor énorme puisqu'on voit qu'il vient de Rome. Ce trésor donc est en panne sur la montagne d'Alaric aux environs de Capendu. Et donc, le roi des Visigoths va se faire enterrer dans la vallée du Pô. Les Visigoths arrêtent le Pô, enterrent Alaric, et le Pô retrouve son cours. Le trésor devrait y être. Or, il ne l'est pas. On pense qu'il est retourné justement dans les environs de Rennes-le-Château, notamment sous le site de Blanchefort. Est-ce que vous avez entendu parler de cette version ? Non, de cette version-là, non. Sur le trésor, non, mais non. Je veux dire, dans les textes anciens, moi, j'ai pas du tout trouvé cette version-là. Quand on regarde les écrits anciens, sur le trésor des Visigoths, il y a deux versions. Il y a la version où il disparaît à Carcassonne, donc on ne le trouve pas, il y a plus de traces après. Et il y a la version où il a été déplacé à Ravenne, avant que la ville soit prise par les Francs. Alors, la question qui se pose et qui suscite vraiment l'interrogation et le mystère, c'est la Ménorah. Parce que la Ménorah, concrètement, la dernière trace qu'on en a, c'est sur l'art de Titus à Rome et puis à Carcassonne, donc avec cette idée qu'elle s'est trouvée à Carcassonne. Et après Carcassonne, la Ménorah, il n'en est plus du tout question. Or, c'est un objet parfaitement identifiable, que tout le monde connaît, qui est vénéré. Si elle avait été déplacée à Ravenne, il est certain qu'on aurait des occurrences à Ravenne. Donc la Ménorah, entre Carcassonne et Ravenne, si une partie du trésor des Visigoths a été évacuée effectivement à Ravenne, elle a disparu. Et donc, voilà, où est-elle? Possiblement, évidemment, elle est dans la région. Voilà, mais c'est évidemment du domaine de l'hypothèse, mais de l'hypothèse qui prend assise quand même sur des éléments historiques avérés. Nord de l'Italie, oui. Alors, je peux rajouter un petit détail, excusez-moi, un petit bémol au sujet du trésor des Visigoths. C'est un thème qui court aussi dans les PO, et quand j'étais libraire, je me rappelle une conférence qu'on avait faite avec une passionnée d'archéologie, d'ailleurs une de celles qui a contribué à la découverte du trophée de Pompée, qui était bien caché dans ses broussailles et sous les ruines d'un monastère médiéval construit sur la voie romaine. En contrebas du fort de Bellegarde. Donc là, je vous parle de pierres que vous pouvez toucher, aller voir, etc. Quand on parle de... Je suis embêté, un peu agacé par cette histoire de trésor, parce que je vais vous dire pourquoi. Ça me donne envie d'écrire un article, alors j'ai vraiment d'autres choses à faire sur le sujet, en retournant voir les textes pour vous sortir ce qui est dit véritablement par les auteurs, en mettant des notes en bas de page, parce que nos auteurs érudits du 19e siècle, il faut s'en méfier. Et, tu vois, vous avez bien vu comment c'était présenté, et d'ailleurs... ça a été très bien dit. Souvent, ils ont des convictions, et puis, comme ils sont érudits, on les prend pour argent comptant. Par exemple, le temple de Vénus, tant cherché autant que ce trophée de Pompée, qui est attesté par les historiens romains et grecs dès la plus haute antiquité, mais qui avait disparu, qu'on a retrouvé très récemment. Le mot temple nous donne l'idée qu'au sommet des Pyrénées, où ces historiens disent que se trouvait donc le sanctuaire de Vénus sur le promontoire, le mot temple donne l'impression que c'était un bâtiment visible de la mer, parce que c'était la limite entre l'Espagne et la Gaule. Mais en fait, si vous allez au texte grec que le mot templum a traduit, vous apercevez que c'est le mot hieron qui est utilisé. Ce mot, il veut simplement dire, comme d'ailleurs le mot templum en latin très souvent, non pas un bâtiment forcément spectaculaire, mais simplement un sanctuaire, un lieu avec ses délimitations, un lieu sacré. Et donc du coup, on n'a plus besoin de quelque chose de visible de la mer.
Je veux dire que le mot trésor suscite le doute tout de suite chez moi. Parce que ce mot-là, il veut d'abord dire les richesses que transportent les barbares ou n'importe quel roi avec lui. Vous vous souvenez qu'on nous parle de 180 tonnes de pièces d'or. Imaginez, essayez de mettre une tonne de métal sur un chariot. Je ne sais pas combien de chariots vous avez besoin d'avoir. On a des descriptions pas très précises, mais on sait. Ouais, les invasions des barbares sont assez bien datées par l'histoire. Mais je ne suis pas assez spécialiste du sujet pour vous en parler. Mais quand, en 403, je crois, les Visigoths passent le col du Poirier, ils sont là en permanence, ils font des incursions. C'est pour ça que l'empereur, d'ailleurs, n'est même plus à Rome, l'empereur d'Occident. Il est allé d'abord à Trèves, après il se trouve à Ravenne, parce que justement, ça semble plus facile à défendre, etc. Son frère à Constantinople... lui, il le laisse se dépatouiller. Il a lui-même de temps en temps les barbares qui occupent la cité, à qui il faut donner le nom de Comès, c'est protecteur de l'Empire. Et puis, quand on peut s'en débarrasser, voire les assassiner, on est bien content. Donc, ils circulent, mais quand ils envahissent véritablement l'Empire romain d'Occident, c'est avec femmes et enfants, des chariots qui sont remplis de leur nécessaire pour vivre. Et j'ai du mal à imaginer des centaines de chariots pour transporter simplement 180 tonnes de pièces d'or. Donc il y a tout un travail à faire, je suis sûr, sur les sources et même sur l'histoire de Carcassonne. Je voudrais dater les sources précisément, les textes du Moyen-Âge qui en parlent, ou est-ce que ce sont des textes plus tardifs? Vous voyez, c'est important pour s'amuser. Oui, je sais bien. Oui, mais vous parlez du chandelier à 7 branches et dans quel texte je veux qu'on me donne le nom de l'historien franc qui en parle, un Carcassonne du chandelier à 7 branches, vous voyez? On a vite fait de faire des raccourcis dans l'histoire. Oui, non, là, les textes de Procope de Césarée, pour le coup, est très clair, hein. Il parle du trésor du temple de Jérusalem entreposé à Carcassonne. Et alors, évidemment, les 18 millions et demi de pièces d'or, là, on est dans la déformation, c'est-à-dire c'est la légende qui va transformer un souvenir historique. On sait que jusqu'à la Révolution, à Carcassonne, il y avait des traces de quelque chose. Il y a ces textes anciens Procope de Césarée, mais jusqu'à la Révolution, on sait qu'il y avait aussi à Carcassonne des textes très anciens, écrits avec d'une écriture qu'on ne connaît pas, une écriture étrange, sur des écorces d'arbres. Et donc, on a trace, pendant la Terreur, du pillage de ces éléments qui étaient conservés au château Comtal. Ils ont été brûlés. Enfin, là, on a des textes historiquement qui sont certains. Et donc, on a des éléments comme ça étrangers qui ont survécu à Carcassonne, qui semblent indiquer que oui, il y a bien quelque chose qui a été déposé à un moment donné à Carcassonne, qui s'y est trouvé pendant un moment et qui ensuite a disparu. Et ces écritures énigmatiques semblent cautionner la présence d'artefacts anciens et étrangers à Carcassonne. Alors j'ai évoqué, dans mon dernier livre Trésor, j'ai évoqué en partie le légendaire carcassonnais. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Oui, oui. Oui, oui. Là, peut-être Jean-Michel Pousse aussi me corrigera. Apparemment, si j'ai bien compris ce que j'ai pu lire sur ces histoires de trésors visigoths, il faut différencier deux types de trésors. Deux types de trésors. Il y a le trésor royal, qui est en soi un trésor en soi, mais il y a aussi le trésor national des Goths. Apparemment, les Goths, lorsqu'ils se sont confédérés, c'est une confédération de tribus éparses, les Gètes, les Amals et tout ça, qui se sont confédérés autour de trésors communs, trésors cultuels, qu'ils ont enrichi tout le long de leur migration en pillant carrément les sanctuaires de l'Antiquité. Et
Et donc, ils avaient un trésor commun qui garantissait l'unité de la nation, de ces nations, de ces tribus éparses. Et puis, bien sûr, il y avait la coutume qui est évoquée par les chroniqueurs indiens, comme quoi les rois avaient leur trésor personnel et ils se faisaient enterrer dans leur trésor personnel au détour d'un fleuve, dans des cavernes inaccessibles, etc. C'est pour ça que lorsqu'on parle du trésor des Visigoths, le trésor qui serait entreposé à Toulouse, à Carcassonne ou quelque part dans le Razès, je pense qu'il faudra le trésor inaliénable des Visigoths, voilà, qui a rien à voir avec le trésor personnel des rois. Oui, ben là je suis entièrement d'accord. Hein. C'est-à-dire qu'on a par exemple pour Alaric Ier, le père d'Alaric II, donc qui est l'Alaric qui est arrivé à Carcassonne, on sait, d'après les textes, où Alaric Ier a été enterré, et on sait qu'il a été enterré avec un magot, donc un cours d'eau qui a été détourné en Italie. L'endroit est parfaitement localisé, il y a des recherches sur place qui sont faites depuis le 19e siècle, un certain nombre de personnes s'y sont intéressées. Donc là, dans ce cadre-là, avec Alaric Ier, c'est le trésor d'un roi wisigoth, son trésor personnel, qui l'accompagne dans l'au-delà. À Carcassonne, on est très clairement dans autre chose. C'est effectivement le trésor national, entre guillemets, puisqu'il est appelé par les chroniqueurs le trésor des trois rois. Donc c'est un trésor qui résulte de plusieurs pillages. Les trois rois étant David, donc David associé à Jérusalem qui a été pillé par les Romains, Titus, donc le trésor de Rome, et puis Alaric, le trésor des Visigoths de façon générale. Donc le trésor des Visigoths à Carcassonne, c'est effectivement un agrégat, un trophée national que les Visigoths ont entreposé dans la cité à un moment donné. Ce n'est pas le trésor juste d'Alaric II, c'est bien plus que ça. Attendez, s'il vous plaît, attendez, s'il vous plaît. Ah, pardon. On ne trouve pas le trésor là où il est enterré. Donc il y a bien un trésor qui va avec Alaric. Alaric meurt trop tôt avant d'atteindre la plaine du Pô. Donc ce trésor, qu'est-ce qu'on en fait? C'est des fragments de trésor, attention. Hein. Ce n'est pas un trésor qu'on transporte. Le trésor est fragmenté en plusieurs lots. Et à ce moment-là, bon, ça circule avec des chariots et des bœufs dans ce qui est praticable, parce qu'il n'y a pas de route goudronnée à l'époque. Hein. Et une partie du trésor va atterrir dans la région, notamment dans la région de Blanquefort. C'est une hypothèse. Oui, voilà, là on est dans le domaine de l'hypothèse et dans le domaine de la légende qui permet de générer des hypothèses. Mais on n'est pas dans le... Pour moi... Mais non, mais ça, que le trésor ne soit pas retrouvé, s'il avait été retrouvé, on ne le chercherait pas. Donc non, mais ça, qu'il n'ait pas été retrouvé, il a disparu quelque part. Et le gros trésor des Visigoths, après qu'il y a un trésor personnel, là c'est un jeu dangereux parce que Jean-Michel, on sait quand il commence, on ne sait pas quand il finit. Non mais moi, c'est pour Olivier. D'accord, mais court, hein, Jean-Michel. Alors fais court. Tu y es? Oui. D'accord. Ah. Au 1er siècle, Amala, le chef de ces futures tribus gothiques, donne le départ, direction Byzance. Puis après, les Visigoths obliqueront vers Rome. Amala, au 1er siècle. Au 1er siècle. C'est un historien archéologue allemand tout à fait sérieux dans l'histoire des Goths qui... Voilà. On a l'exemple d'historiens tout à fait sérieux, je pense il s'appelait Schulten, ou celui qui, au sud de l'Espagne, était persuadé d'avoir trouvé l'antique royaume dont parlent certains textes, là, au sud de l'Espagne, vers les colonnes d'Hercule. Je ne sais plus le nom de cet historien. Pardon? Oui, c'est ça, le royaume de Tartessos, c'est ça. Et donc, il a fait des fouilles de professionnels et il a réuni tous les textes qui parlent du sujet dans une compilation qui est très utile pour le chercheur d'aujourd'hui. Mais on ne peut pas le suivre dans toutes ses argumentations et dans tous ses raisonnements. Je te parlais juste, si tu veux, d'un historien du XXe siècle. Donc Amala, au 1er siècle, ça me paraît étrange. Amala, au 1er siècle, envoie donc ses Visigoths en direction de Byzance et puis après donc en direction de Rome. Mais c'était surtout à toi que je m'adressais. Surtout qu'au 1er siècle, Byzance
n'est pas encore la capitale d'un empire scindé en deux. Ça, il faut attendre le IIIe siècle et Tout la à fait. crise des Tout à premières fait. invasions. Donc, Tout à fait. bon, Non, mais c'est à toi que je m'adressais pour te Oui. dire simplement que cet amas-là, oui. ça va te plaire par Oui. rapport à tes livres. Cet amas-là est le petit-fils ou l'arrière-petit-fils de Myriam de Magdala. Ah. Voilà. Ah oui, sauf Que que le- j'ai besoin de texte. Que le trésor des Visigoths, alors, sous le Busento, tu as, s'il est encore là, ce qui n'est pas sûr, tu as le trésor d'Alaric Ier, effectivement. Quand les Visigoths ont atterri à Rennes-le-Château, ils ont rapatrié, bien évidemment, le corps d'Alaric Ier, qui n'est plus sous le Busento, donc les Italiens peuvent le chercher, ils ne le trouveront pas. Quand les Visigoths arrivent ici, ils dominent la région à partir de 460. Ils ont déposé le trésor qu'ils avaient récupéré à Rome, qui est un trésor du second temple ou du troisième, ça dépend comment on en parle. C'est le trésor qu'Hérode le Grand avait constitué. L'Arche d'Alliance n'y est plus, bien sûr, hein, et la Ménorah originelle n'y est plus non plus, bien sûr, puisque les Juifs ont déposé leur trésor original à la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ, ici. Tu Alors, vois. Non, mais c'est- Jean-Michel. c'est les Jean-Michel, légendes. Non, mais c'est pour tes légendes. Oui, c'est pour tes oui. légendes. Mais C'est tout pour tes ça, légendes. si l'on y croit, il faut le langage pour pouvoir se comprendre les uns les autres et se retrouver. Je veux dire, quand on a des convictions personnelles, ce qui est tout à fait légitime, et chacun, on a nos convictions, parce qu'on est chacun unique, personne ne peut ressentir les choses comme on les ressent. Donc on a besoin d'un langage commun pour pouvoir partager des choses. Et ce langage, c'est celui de ce qu'on appelle la raison. Alors je sais bien qu'à notre époque, et surtout ici à Rennes-le-Château, on ne voit que ses défauts. Mais l'une de ses qualités, c'est de pouvoir discuter tranquillement entre nous. La raison veut que, par exemple, Tu il nous demanderas, faut des textes, des preuves, et pas seulement l'historien allemand, même soit sérieux. tu demanderas, Il faut faire un livre à ce tu sujet, demanderas au roi Vamba que avec tu, des sources. tu demanderas au roi Vamba que tu connais Oui, bien. oui, oui. Tu demanderas au roi Vamba pourquoi il a passé quelques jours à Rennes-le-Château en revenant. Alors ça tombe bien, Roi Wamba, j'ai traduit son dossier, je l'ai édité, et honnêtement, dans l'histoire de Julien de Tolède, je ne connais pas d'autres sources historiques qui n'est pas, c'est absolument pas question de Rennes-le-Château, bien sûr. Et je me rappelle cette conférence à Nîmes, où après la sortie de cette histoire qui nous emmène dans une expédition d'un des derniers grands rois du royaume wisigoth d'Espagne jusqu'à Nîmes pour reconquérir la Gaule qui a fait sécession. Je fais la conférence et une Nîmoise, j'étais très touché par l'intérêt des Nîmois pour leur ville, leur histoire qui remonte à l'Antiquité et leurs légendes locales. Cette dame, un petit peu âgée, vient me voir et me dit et l'histoire du roi Wamba et de l'ermite dans la forêt, vous l'avez retrouvée dans les textes? Et alors je lui dis, je tombais des nues. J'ai appris après que ce roi avait été associé à beaucoup de légendes. Je lui dis non. Et j'ai vu dans ses yeux que l'ombre du désenchantement, quoi. Je me suis retrouvé fautif. Voilà. Une autre question? Bonjour. Donc sur un autre thème, en fait, je voudrais savoir si, selon vous, certains lieux n'attirent pas un légendaire plus que d'autres lieux, et s'il y a une raison particulière autour de ça, et si on peut l'expliquer d'une certaine façon. Alors, ouais, on va répondre tous les deux. Moi, j'en suis absolument convaincu. Oui, certains lieux focalisent davantage le légendaire. C'est le cas avec le massif du Canigou, par exemple. C'est le cas avec les Pyrénées en général. Alors pourquoi, pour quelles raisons? Je pense que les lieux ont un pouvoir évocatoire par rapport à leur passé. Il y a une mémoire qui survit. Après, chacun, en fonction de ses croyances, va attribuer à cette mémoire une origine ou une autre. On peut être dans le domaine du spiritualisme, on peut être dans un domaine plus sociologique pour expliquer ça. Mais pour moi, il émane des lieux une certaine mémoire. Et sur des lieux où il y a eu des cultes religieux ancestraux, par exemple, c'est vrai que les légendes vont davantage se cristalliser. Quand on prend l'exemple des Pyrénées, on a un légendaire féerique qui est absolument extraordinaire, avec énormément de fées dans les montagnes. Pour reprendre le massif du Canigou, par exemple, Olivier tout à l'heure a évoqué ces fameux souterrains, ce palais avec les démons. On a la légende de la fée Palestine, donc la sœur de Mélusine, qui garderait un trésor colossal au sein du Canigou.
et qui attendrait un chevalier pur qui viendrait la libérer de cette prison du Canigou, hériter de son trésor et se marier avec elle. Donc, pourquoi cette montagne? Parce qu'il y a la puissance de la montagne, ça c'est clair, c'est un milieu qui est hors du monde des hommes. Pour passer beaucoup de temps en montagne, je sais que ça inspire des sensations qu'on ne peut pas trouver au milieu de ses semblables et dans un monde civilisé, on touche à autre chose. Et puis c'est des lieux, on le sait, qui ont été les théâtres de cultes très anciens, puisque les religions interdites se sont souvent, donc la religion païenne notamment, se sont souvent réfugiées dans les montagnes, et on sait par des textes que le Canigou a été, et notamment au niveau de son lac, un lieu de culte. Donc pour moi, il y a cette mémoire-là qui subsiste. Il y a cette espèce d'égrégore, ce qu'on peut appeler un égrégore, autour d'un lieu ou d'une montagne, par rapport à certains rites qui ont été accomplis, qui sont restés à l'état évanescent et qui nous captent. Moi, j'ai ressenti ça de façon très forte dans les montagnes, parce que je suis convaincu que les lieux transforment un individu, qu'il émane de certains lieux une puissance particulière. Après, là encore, je laisse chacun libre de l'interpréter à sa façon. Je suis, comme beaucoup en France, de culture chrétienne. C'est-à-dire que c'est quand même le christianisme qui nous a façonnés. Et ma quête, quand elle a commencé, ma quête autour des mystères de Rennes-le-Château, etc., était quand même ancrée dans une culture chrétienne avec Marie-Madeleine, etc. Et puis je me suis pris de passion pour les montagnes et ces lieux-là, où j'ai retrouvé des graffitis qui remontent des fois à la préhistoire, qui témoignent de cultes chamaniques qui ont eu lieu dans les montagnes, progressivement ont fait changer mon regard sur le paganisme que je regardais, parce que j'avais cette éducation-là inconsciemment, que je regardais avec un peu de suspicion. Ces lieux-là m'ont transformé complètement. Je ressens le paganisme de façon complètement différente. Et ça, ce n'est pas le fait de lecture, parce que je suis sûr que les lectures n'auraient pas pu me faire changer d'opinion sur ce point-là en particulier. Non, c'est les lieux et ce que les lieux dégagent. Et si on est extrêmement sensible dans la région, si certains lieux focalisent un légendaire particulier, c'est parce qu'ils ont été le théâtre de quelque chose. Pour moi, c'est voilà. Et ça s'est transformé au fil des siècles. Les déesses et les prêtresses sont devenues des fées, et les fées sont devenues la Vierge Marie. Quand on va dans les Pyrénées, vous savez, toute une partie des Pyrénées catalanes a porté le nom de Jardin de Marie, parce que c'est l'endroit où on a le plus de lieux de culte mariaux sur le territoire français, et on a constamment les mêmes histoires qui reviennent, avec des statues de la Vierge qui sont trouvées tantôt par un berger, tantôt par un bœuf, etc. Et ces statues, généralement, se trouvent près des sources. Donc les sources, on sait qu'elles étaient vénérées par les païens, qui avaient des cultes aux sources, etc. Donc tous ces cultes mariaux qu'on retrouve dans les Pyrénées, très clairement, ils sont les héritiers d'une mémoire bien plus ancienne qui s'est effectivement transformée. Mais moi, j'ai pas sur la transformation. Je pense qu'effectivement, c'est lié à notre façon de voir les choses, qui évolue avec le temps et avec la culture, mais que le lieu dégage en lui-même une énergie qui nous y fait vivre une certaine expérience et qui développe autour de lui certaines croyances. Voilà, pour répondre à la question. Alors, je viens de griffonner un truc, mais vite fait, parce que je ne voudrais pas vous endormir. Parce que je pensais aussi que pour certains vont vous parler des archétypes, d'autres vont vous dire il y a les énergies du lieu, etc. Or, ça me fait songer à une chose, c'est qu'en philosophie, en tout cas en Occident, vous avez deux grandes traditions qui, à partir de Descartes, se séparent. Avant, si vous voulez, la théologie surplombait tout ça. Il y avait Dieu qui donnait une unité aux choses. Et bon, c'était à la limite, il y avait plus de cohérence, j'allais dire, entre tous les systèmes philosophiques. Même si on remonte d'ailleurs aux Grecs qui avaient aussi leur théologie. Mais bon. Donc à partir des Descartes, en fait, comme il fait l'expérience de mettre en doute l'existence même du monde jusqu'à son propre corps, mais même ce qu'il voit en disant mais peut-être que je rêve, peut-être que tout ça, ce sont des illusions, etc. Oui, ça en va loin. Là, hein. Vous connaissez, vous avez peut-être lu ça en terminale, il aboutit à une seule certitude, c'est qu'il a en lui un esprit qui doute. Voilà. Donc sa première seule certitude, c'est l'esprit. Donc, mais du coup, il lui faut prouver l'existence des choses matérielles, parce qu'il est dans ce dualisme, et il a besoin d'abord de prouver que Dieu existe pour prouver que les choses matérielles ne sont pas des illusions de son esprit. Bon. Toujours est-il que
les premiers lecteurs de Descartes ont dit « Oh, il est bien gentil avec son histoire, mais moi, je ne crois qu'aux choses matérielles. Donc, je suis un esprit qui doute, oui, et du coup, je ne crois qu'aux choses que je touche. » C'est le début de ce qu'on appelle l'empirisme, c'est-à-dire toutes ces philosophies. Les Anglais sont les premiers représentants de ça, qui construisent donc le savoir sur ce qui peut s'expérimenter et qui vont vous dire bon, on veut bien croire au trésor des Visigoths, mais il nous faut des textes qui l'attestent, etc. Et puis cet empirisme va même devenir du matérialisme, c'est-à-dire qu'on pense que tout s'explique par la matière. Et pourquoi pas l'énergie, parce qu'avec l'énergie, ça va bien. On est encore dans quelque chose de matériel, les ondes, toutes ces choses-là. Mais le concept d'énergie, aujourd'hui, est très intéressant parce que justement, il est un pont, il permet de contenter aussi bien ceux qui sont dans l'esprit, donc dans la psychologie, dans les archétypes, dans toutes ces choses-là, que ceux qui ont besoin de choses, voyez, d'ovnis en les boulons, d'extraterrestres qui se touchent, de choses comme ça. Et donc, je voulais dire que oui, il y a des lieux qui se prêtent au légendaire facilement, et on peut l'interpréter de ces deux manières-là. Parce que du point de vue idéaliste, il y a, les 4 éléments suscitent en nous, et je pense d'une manière assez universelle, des sensations différentes. Encore que notre histoire personnelle peut faire que telle personne va être attirée vers le feu, ou va se sentir bien quand elle marche au sommet des montagnes en plein vent. Telle autre personne, ça va l'affaiblir et elle ne va pas aimer. Mais bon, devant un lac sans fond, on partage tous des choses qui réveillent tout un imaginaire. Après, il faut faire attention quand même avec les archétypes et pas non plus aller trop loin. Mais il y a une logique qui fait que voilà, la montagne qui s'élève vers le ciel, donc les dieux, les créatures, tout ça. Il y a une logique là qui est assez universelle. Je termine, Jean-Michel. Et donc, si on voit les choses d'un point de vue matérialiste, si je puis dire, on va dire les lieux ont une énergie. Et pourquoi pas? Oui, parce qu'on est des êtres physiques. Je veux dire, il y a des roches ici. Quand vous parlez du Bugarak, montagne renversée, alors ça fait tout de suite dans notre imaginaire, c'est extraordinaire cette expression. Mais géologiquement parlant, ça veut dire quelque chose, et ça s'explique. Ça s'explique d'une manière tout le monde peut admettre. Mais plutôt que l'énergie du lieu, je parlerai des énergies, parce que dans ces énergies, qui peuvent peut-être se calculer ou s'interpréter en termes de le Canigou est une montagne de fer, mais bon, on est quand même dans quelque chose de mystérieux. Et dans cette énergie, il y a aussi quand même celle du ciel, il y a aussi celle de l'espace. Je veux dire, quand on arrive ici, c'est vrai qu'on est dans un paysage pas assez prodigieux. Et ça, je pense que ça favorise le légendaire. Mais quelle va être la colle, ce qui va faire prendre à la fois la logique qui s'adresse à notre imaginaire, à ce qui est intérieur en nous, et éventuellement des choses physiques de l'ordre de l'énergie, liées aux 4 éléments, au vent, au soleil, à l'eau, que nous pouvons tous toucher et savourer de la même manière. C'est la mémoire des hommes. Et l'histoire humaine qui est favorisée elle-même par la géographie. C'est-à-dire, si les hommes circulent dans un endroit, comme ici la côte, où il est plus facile de circuler, soit par la mer, soit parce qu'il y a une voie qu'on dit héracléenne avant les Romains, enfin, qui est plus ou moins légendaire. Le pseudo-Aristote est le premier à en parler. Enfin, en tout cas, des tronçons qui sont plus faciles sur la côte, évidemment, que dans la montagne, où les mêmes légendes vont vivre pendant des siècles. Si les hommes circulent, ils vont nourrir la légende. Donc, les Visigoths passant par là, leur trésor qu'ils transportent, ça vient nourrir les légendes de trésors qui existent déjà avant et sûrement depuis que l'homme est fasciné par l'argent. Et vous voyez, ça va fonctionner comme ça, je crois. Et ça va prendre là où c'est plus facile. Et ici, on est dans une région qui favorise la montagne, la mer, la côte, et la circulation des hommes et l'histoire qui remonte à l'Antiquité. Juste avant la prochaine question, pour compléter et donner c'est vrai, un exemple concret de ce phénomène, si on regarde l'affaire de Rennes-le-Château, Gérard de Sède, avant d'écrire donc, le livre L'Or de Rennes, qui a vraiment amplifié le mythe de Rennes-le-Château et qui a rendu cette histoire absolument fabuleuse, avait écrit « Les Templiers sont parmi nous » en 1962, donc quelques années avant, sur le trésor de Gisors. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on compare la structure des deux livres,
Gisors, donc c'est le trésor des Templiers, c'est un jardinier qui consacre ses nuits à creuser sous le donjon pour atteindre une chapelle et donc qui finirait par l'atteindre et voir des coffres et des choses extraordinaires. Donc ça c'est un bruit qui court. De Sède en fait un livre et dans ce livre il va glisser tout un tas de choses qui ne sont pas dans l'histoire originale, exactement les mêmes qu'il va plaquer à Rennes-le-Château. On va retrouver la figure d'Isis, de la grande dame, on va retrouver l'alchimie, on va retrouver une symbolique maçonnique, on va retrouver tout un tas de choses. Si Rennes-le-Château nous a captivés, c'est parce qu'il y a tous ces archétypes-là. Mais là où on voit qu'effectivement le lieu a une influence considérable, c'est qu'à Gisors, il y a eu un livre, il y a eu des articles, mais ça n'a pas généré le phénomène que le même travail, d'un point de vue littéraire, a généré à Rennes-le-Château. Et je pense que le livre n'est pas le seul responsable de cette efficacité-là. Il y a effectivement aussi le lieu, il y a tout le passé du lieu. Parce que certains l'ont décelé il y a très longtemps. On prend un auteur comme Maurice Magre, par exemple, que j'invite tout le monde à lire parce que c'est une plume que la Deuxième Guerre mondiale a fait oublier, mais qui, dans les années 30, avait une vraie célébrité littéraire et qui était méritée. Parce que sa plume est extraordinaire, sa pensée aussi. Et donc, il avait repéré cette espèce de triangle étrange entre Carcassonne, Toulouse et puis cette partie de la France, où il dit que là, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas parce qu'on perd énormément de traces de trésors dans ce coin-là, comme s'il avait quelque chose de particulier. Et Magre s'interroge à l'époque, dans les années 30, pourquoi ? Qu'est-ce qui amène tout ça ici précisément ? Donc voilà, il y a quand même une espèce de triangulation magique ici, un territoire très particulier où on a tout un tas d'histoires extraordinaires qui font que l'histoire de Saunière a pu captiver autant les esprits. Oui, tout à l'heure, tu parlais de Jondet. Pardon, ouais. Tu parlais de Jondet par rapport à un berger, la Rennes-le-Château. Hein. Et moi, je connais une légende, on en parlait tout à l'heure, où il y a une mitoune à Rennes-le-Château. Il y a Jondet aussi, qui est donc berger, et une mitoune se transforme volontairement en brebis blessée. Et Jondet va la sauver et va la mettre sur son épaule. Et il la ramène à sa bergerie. Et quand il arrive à la bergerie, il y a un de ses voisins qui lui dit « Oh là, c'est pas une brebis que tu as sur les épaules, c'est une mitoune. » Et à ce moment, la mitoune se dévoile et s'en va. Hein. Et c'est marrant cette histoire parce que si on regarde la brebis du confessionnal dans l'église, elle a une tête d'être de la nature. Hein, c'est pas une tête de brebis. Et c'est marrant parce que ça me rappelle beaucoup cette légende de berger avec la mitoune, enfin la mitoune qui se transforme en brebis, quoi. Et on dirait que Saunière, pourquoi il a mis cette tête de mitoune au-dessus du confessionnal, on dirait qu'il y a un lien avec cette légende. Enfin, c'est mon interprétation. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ah oui, non, mais pourquoi pas ? Moi, je suis favorable à cette lecture-là, bien sûr. Pourquoi pas ? La difficulté, c'est vrai qu'on a approché Saunière aujourd'hui, c'est que toutes ces légendes qui circulaient, qui pouvaient avoir un sens pour lui, qui pouvaient utiliser dans la décoration, par exemple, de l'église, aujourd'hui, elles ont disparu. Donc là, cette légende qui permet cette interprétation... c'est quand même un lieu central, quoi, le confessionnal. Et oui. La brebis a vraiment une tête d'être de la nature, hein, avec les oreilles... Et c'est assez... moi, ça m'épate, quoi. Mais alors, vous ne trouverez pas ça qu'à Rennes-le-Château. Ça n'est pas propre à Rennes-le-Château. Enfin, il y a l'exemple d'une sculpture d'une brebis avec des dents sur un chapiteau d'une église romane d'Auvergne. J'aurais pu vous dire exactement, retenez simplement le mot galipote. Il y a un folkloriste assez connu, un chercheur du CNRS qui a fait un article là-dessus. C'est un motif qu'on a complètement oublié. C'est des créatures fantastiques avec les mêmes motifs que ces créatures dangereuses qu'on va croiser la nuit près d'un cours d'eau et qui se jetaient sur vous, qui vous entraînaient, parfois même vous et votre cheval ou votre charrette, pour vous noyer dans le cours d'eau. Et ce motif de la créature qui veut vous noyer, vous la trouvez donc avec celle de la brebis ou de la créature qui est sur vous,
Alors, dans l'histoire ici, ce qui est amusant, c'est que donc, il va rester quelques motifs, mais pas tout. Ça change comme ça, en enlevant, en ajoutant. Si la créature veut manifester son pouvoir surnaturel et maléfique, elle va donc vous s'alourdir sur vous. Et ce motif de la créature que vous portez, surnaturelle, que vous portez sur les épaules, et qui s'alourdit, et qui risque de vous noyer, vous l'avez dans une magnifique légende chrétienne qui est celle de Saint Christophe, qui porte l'enfant du monde, alors que pour se redonner, comment dire, retrouver grâce, non, parce qu'il cherche le vrai maître du monde, après avoir servi le diable. Il apprend que le diable a peur de Dieu et donc il fait traverser les gens sur son dos près d'un ruisseau. Une nuit, un enfant apparaît et donc il ne sait pas que c'est l'enfant Jésus. Et quand il avance dans l'eau, cet enfant devient lourd comme le monde. Hein, et ben c'est ce motif-là. Vous voyez comme ça circule. Et du coup, on ne fait pas le rapprochement entre les légendes. Ok, ça circule, mais les lieux, s'il y a... pour moi, les légendes font référence à certains secrets de certains. Ah, ça c'est Et vous pouvez votre interprétation. Vous pouvez avoir à différents Moi, j'y endroits crois pas, mais le même secret. oui. Et attention à votre interprétation, Oui, parce que pour moi, oui, vous arrêtez peut-être trop ouais. vite. Ah, peut-être. Voilà. Voilà ce que je Peut-être. pense. Oui, oui, Hein. je comprends ce que vous voulez dire. Pareil, je pourrais vous dire que au plateau d'Albion, j'ai connu des militaires retraités du plateau d'Albion. Oui. Ils avaient les ovnis au-dessus d'eux et sur les radars. Hmm. Je veux bien que ça n'existe pas, moi, mais Hmm. les gars, ils me l'ont dit en face. Hein. Hmm. Renseignez-vous. Hmm. Attention, hein, c'est facile de dire que. Bon, on a aussi d'autres témoignages qui mais- mettent en doute tout ce qui s'associe au plateau d'Albion. Ouais, mais bon. venez rencontrer avec Ouais, moi. d'accord. Je vous propose et on en reparle. Mais je ne nie pas la Parce que possibilité du attention. facteur X. Hein. Bon, mais là, ça nous emmène trop loin. Il est tard Oui, maintenant. oui, Hein. d'accord. C'est pas par refus de discuter avec vous, mais parce qu'il y a du monde et que ça passionnera pas forcément tout le monde. Je ne sais pas s'il y a peut-être une dernière question et puis Quelqu'un C'est toujours les mêmes qui font. Bon, alors, qui en fait Je sais pas. J'ai 3 personnes en même temps, alors bon, je refais passer le micro. Alors une dernière fois. Alors sur le Canigou, qui est creux, bon, le Bugarache est tectoniquement est connu puisque c'est une montagne renversée. Le Canigou, c'est une montagne érigée. Voilà pour la tectonique des plaques. La question est celle-là. Elles sont creuses toutes les deux. Mais je voudrais approcher de la matrifocalité du mystère. En Occitanie, ici où nous sommes, on voit les Broix, ce sont des femmes. On voit des lavandières. Et ma question pose sur l'empreinte paternaliste et mâle qui a définitivement, dans l'esprit, mais pas dans la réalité puisqu'on en discute, c'est le roi d'Aragon qui monte, et ça c'est attesté historiquement, il veut faire sur... Alors, sur le sujet, justement, c'est la question est là. Oui. Alors, pour chasser quoi alors, par rapport à quoi? Je terminerai là-dessus. Oui. Pour essayer de oui, chasser dites-moi. toutes Pour les chasser. femmes et les Ah, légendes. ça c'est votre interprétation. Honnêtement, dans les textes latins, je vois ce que vous voulez Oui, dire. Hein. mais merci de Qu'il y me ait la un laisser pouvoir terminer. masculin. Merci de me laisser terminer allez-y. mon interprétation, qui est la mienne et qui sort de ma bouche. Merci. Donc, il est décrit dans cet ouvrage que je vous communiquerai que la chrétienté a besoin de chasser toutes les mythes et les légendes qui vont du Boulou jusqu'à Biarritz, et qu'un roi va monter avec 2 écuyers pour planter la croix du Christ sur le Canigou, enfin Pour justement moi, c'est une pure légende. d'affirmer ce côté judéo-chrétien de repères, de croix qu'on retrouve jusque dans les chemins de Compostelle, qui va envahir justement tous les Pyrénées. Mais je ne peux pas vous suivre. Mais ce n'est pas en opposition, je ne vois pas pourquoi Ouais, vous ouais. mettez en opposition. Non, c'est que je ne peux pas voilà, vous suivre, tout simplement. ni faire parler les textes Quelles historiques sont dans vos ce traces sens. de ce roi d'Aragon qui va planter cette croix sur le C'est un Canigou? Italien, un Sicilien, qui le premier parle de l'ascension au sommet des Pyrénées, au Canigou, au moment où il est mort. Et bon, si vous faites la comparaison de ce genre de texte avec d'autres textes de la même époque, vous vous apercevez qu'il construit un hommage au roi à partir d'un témoignage, une légende, peut-être déjà légendaire, qu'il a écrit.
Il parle du Canigou, mais on sait il est monté quand il était en guerre contre le roi de France, à ce moment-là, sur les Alberts. Alors on a vite fait ensuite... mais honnêtement, moi, je ne crois pas qu'il soit monté en haut du Canigou. Je ne vois pas l'intérêt à cette époque-là. Il voulait asseoir son pouvoir politique et ce genre d'histoire, et ça faisait partie d'une propagande. Le mythe est utilisé comme propagande politique. Donc après, si on veut rajouter l'histoire des Brouchaises et sorcières et du pouvoir féminin, là on entre dans des choses d'aujourd'hui intéressantes. Alors je vous coupe parce qu'on a une demoiselle qui n'a pas encore parlé. Je passe la parole. Une dernière question. Alors, j'ai une question pour, je ne me souviens plus de votre prénom, excusez-moi. Olivier. Pour vous, voilà. Donc, par rapport à votre conférence, j'ai une question sur le fait de pourquoi, dans les années 60-70, il y a eu beaucoup de témoignages sur les soucoupes volantes et les phénomènes ufologiques, et que maintenant, on en a un peu moins. Comment vous l'expliquez, en fait, ça? Est-ce qu'on arrive à savoir ou... Moi, je ne peux pas vous donner une explication définitive, d'autant plus que ce n'est pas mon sujet de prédiction, mais il y a un auteur que je vous recommande de lire, qui est excellent là-dessus, c'est Bertrand Meheust, un petit peu oublié, toujours vivant, un sociologue qui a beaucoup étudié aussi, il a fait une thèse passionnante sur les phénomènes de médiumnité, le somnambulisme avec Puységur, la découverte de ce phénomène qui suscite des controverses dans le milieu médical en France et dans toute l'Europe, qui va être plus ou moins mis sous le tapis et récupéré après par l'hypnose médicale et la psychanalyse. Donc c'est vous dire, vous voyez, il gravite là dans des zones sans être rationaliste, où il dit il y a des choses qu'on ne veut pas voir et du coup qu'on n'interprète plus alors qu'elles sont là, qu'elles résistent à l'interprétation, et il s'est beaucoup préoccupé des ovnis. Ce qui est très intéressant dans l'histoire de ces phénomènes, c'est qu'il a fait deux bouquins là-dessus, dont un qui montre que les descriptions de ces engins dans le ciel, de ces enlèvements aussi éventuellement, des guerres spatiales et autres, sont déjà dans une littérature, j'en parle aussi moi-même au sujet de Moissac, sont déjà dans de la littérature bien avant le premier témoignage qui est celui d'Adamski en 1952, de soucoupe volante, témoignage de quelqu'un qui dit j'ai vu une soucoupe volante et qui n'écrit pas un roman de science-fiction. Voilà. Mais il dit très prudemment, il y a la rencontre de tas de facteurs étranges, l'imaginaire collectif, le développement de la technologie, c'est quand même, on sort de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu la guerre nucléaire, la bombe atomique, on commence à lancer les premières roquettes dans l'espace, et en même temps, il y a un facteur X, dit-il, qui résiste. Il y a quand même des témoignages où ça résiste. Mais il y a une telle ressemblance avec le légendaire traditionnel qu'on ne peut pas évacuer non plus cette ressemblance, qui nous dit quelque chose sur le plan philosophique, je pense. Mais bon. Qui va plus loin que ça, si vous voulez, qui va plus loin que le facteur X et que l'existence extraterrestre. Voilà. Eh bien, merci Olivier, et puis merci à tous. Alors non, mais c'était très bien. Alors c'est vrai que j'ai bien senti qu'il y avait des frictions, qu'il y avait des tensions, parce que c'est pas le genre de conférence qu'on a d'habitude à Rennes-le-Château, et ça a surpris certains. Moi personnellement, j'ai beaucoup aimé, parce que justement, je crois qu'un des grands mal de notre époque, c'est le dogmatisme. On peut chacun avoir des convictions intérieures, sans être dans l'idée que tout le monde doit avoir absolument les mêmes convictions et d'essayer de les imposer. Et donc c'était un petit peu ça, avec l'idée de développer l'esprit critique. Moi je lis aussi bien les thèses universitaires que des littératures un peu plus aventureuses. Et je pense que c'est salutaire de ne pas se limiter à un genre littéraire, justement, d'aller voir ce que pensent les uns, les autres, et puis de se faire sa propre opinion. Parce qu'aujourd'hui on est quand même dans une certaine facilité à adopter des croyances clés en main. Et c'est bien de revenir à un esprit plus critique, ce qui n'empêche pas de croire, parce que bon, moi, ceux qui me connaissent savent un petit peu ma façon de voir les choses et de considérer cette quête. Ça ne l'amoindrit pas, au contraire, je pense que ça l'agrandit et que ça peut renforcer certaines convictions. Voilà, donc merci à tous d'être venus. Cette journée n'est pas tout à fait finie, parce que l'association Terre de Rédé va vous offrir la galette des rois et la frangipane, et puis un petit peu de blanquette aussi. Et ça sera l'occasion de continuer en aparté à discuter. Voilà. Merci.